Bonsoir. Le président tchadien Idriss Déby est mort aujourd'hui des suites de blessures. Qui était l'homme? Quelles sont les conséquences de sa disparition? On en parle en tout début d'émission. Mélissa Djedje, elle le rejoint en cours d'émission pour parler de loi. Aujourd'hui, elle nous entretiendra à propos des dénonciations calomnieuses. Et toujours à propos du Tchad, ce soir, nous recevons exceptionnellement le journaliste Élisée Bologbeu. Avec lui, nous reviendrons sur les enjeux et les incidences du décès du président Idriss Déby Itno. Ici, on débat, on analyse, on décrypte d'informations, comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre live talk. Oyez, vous l'aurez noté, hein, cette émission sera pour ces grands axes consacrés au Tchad. Bonsoir Anna. Bonsoir Brice. Edith Broubleu. Bonsoir Brice. Bonsoir Serge. Bonsoir. On est très touchés par la disparition du président, on aura l'occasion d'en parler. Et ce sera juste après cette courte pause. Nous l'apprenions donc la disparition du président tchadien Idriss Déby Itno. Alors, Rihanna, tout de suite, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Retour sur les circonstances. Oui. Alors, effectivement, on l'a appris aujourd'hui même. C'est la disparition du président du Tchad, Idriss Déby. Et selon la télévision nationale du Tchad, eh bien, le chef de l'État, Idriss Déby, aurait succombé à des blessures reçues au combat du 19 avril dans la région de Kanem face aux rebelles du Front pour l'alternance et la concorde du Tchad. Et certaines sources affirment justement qu'il était allé pour pousser ces hommes au combat pour faire face justement à cette montée de la rébellion. Eh bien, il avait été blessé, il a pu revenir à la capitale, à N'Djamena, mais malheureusement, il a succombé aux blessures et on a eu l'annonce justement de son décès. Alors, sur comment les choses se sont déroulées, plusieurs versions sont en train de sortir. Et bien, entre autres, celle-là dont vous parlez... qui est pour l'instant la plus officielle, on va dire. Il y a énormément si on peut appeler ça, rumeurs ou informations sur la toile en ce moment. Certes, pour certaines qui sont contradictoires, mais les informations officielles sont justement ces circonstances que je viens d'énumérer concernant sa disparition. Déjà hier, l'annonce du fait qu'il soit blessé et de même de son évacuation, son retour à N'Djamena, donc avait déjà circulé. Oui, il avait même une vidéo de son cortège qui revenait en trombe du combat du front et qui le ramenait donc sur N'Djamena pour pouvoir recevoir des soins. Donc il y avait déjà une certaine tension à N'Djamena concernant cette nouvelle et finalement aux premières heures, donc ce matin, on avait déjà quelques signaux qui commençaient à venir provenant de Twitter par exemple et finalement vers 10 heures, on a eu ce communiqué sur Télé Tchad donc qui diffusait le communiqué de militaires qui annonçait donc les circonstances de la mort du président Idriss Déby et qui annonçait donc et justement, suite à cette annonce, on a eu justement aussi l'annonce de la création de ce conseil militaire qui vise justement à être une forme de transition pour le moment. Cette transition devrait durer 18 mois, d'après ce qui a été annoncé, et il devrait s'en suivre des élections. On le dira démocratique, on l'espère en tout cas. Et en tout cas, beaucoup de questionnements se soulèvent autour de la création de ce conseil militaire de transition, mais pour l'heure, on va dire que c'est une forme de pouvoir assurer. Mais on se demande si c'est ce que prévoyait la Constitution. On se pose des questions sur cela. On est même sûr que non. On est même sûr que non. La Constitution ne prévoyait pas qu'il y ait ce type de transition. Là, je pense qu'on est, si j'ose m'avancer, je pense qu'on est dans une forme de coup d'État parce que la Constitution prévoyait, comme il est écrit dans les textes, que en cas de décès ou en cas de vacance de la présidence, que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui prenne la succession. Le gouvernement a été dissous et c'est justement le fils du défunt qui est aujourd'hui à la tête de ce conseil militaire Mahamat Kata, oui. Tout à fait. On aura l'occasion de revenir sur son portrait de qui est Mahamat Itno Kata. Oui, le fils, oui. Idriss Déby Matma Kata. Kata qui signifie grand-mère. Voilà. Il faut quand même noter l'atmosphère en ce moment qui court
à la capitale, donc à N'Djamena. Il faut dire qu'en ce moment, on a un couvre-feu qui part de 18h à 5h du matin et c'est 14 jours de deuil national. Très bien. Alors, certains s'étaient posé la question, Serge, pourquoi, comment Idriss Déby, général en chef, président de la République qui depuis se retrouve au front et même, peut-on l'imaginer, dans une forme de ligne de front Le pourquoi est presque évident. Il est même malheureusement trop évident. Idriss Déby est un militaire. Ah, pardon. Désolé, autant pour moi. Idriss Déby est un militaire de carrière. C'est quelqu'un qui a toujours été aux côtés de ses troupes et qui a revendiqué pendant toutes ces années qu'il a passé au pouvoir, quand même 30 ans, qui défendrait bec et ongle la souveraineté territoriale de ce pays-là et envers quiconque d'ailleurs. Et c'est justement pour cela qu'il était si populaire au niveau des forces armées, parce qu'il n'hésitait pas à enfiler cette tenue, donc ce treillis militaire qui lui collait à la peau, qui était sa deuxième peau d'ailleurs, puisqu'on sentait véritablement la passion qu'il avait pour l'armée. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est malheureusement, ça tombe sous le sens malheureusement de le retrouver avec une arme au front, puisque de toute façon il n'en était pas à sa première fois. Et même qu'il aurait, d'ailleurs on va le voir dans la vidéo qui va suivre, il aurait même annoncé, vous vous apprêtiez à le dire certainement Madame Bleu, annoncé que... Presque préméditoire. Oui, c'était prémonitoire comme tu le dis. Il avait même dit dans une confidence au téléphone à Alain Foka qu'il ne mourrait pas dans son lit. Donc il a toujours été ferme là-dessus. C'était un homme de conviction, c'était un militaire, c'était quelqu'un qui était de tous les fronts. D'accord. De son armée. On va regarder cette vidéo-là, cette courte vidéo. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Ouais, c'est dit. C'est même effrayant. Quand on écoute la conjugaison de ces phrases, le temps avec lequel il s'exprime à ce moment-là, on a vraiment l'impression qu'il se projette dans un futur. Et ce qui est d'autant plus effrayant, c'est sa chute. C'est qu'il préfère mourir sur le terrain avant de voir le désordre s'installer. Aujourd'hui, est-ce une prémonition? En tout cas, il est mort sur le terrain. Le désordre va-t-il s'installer? Mais je pense qu'on aura toute l'émission pour Et on a eu débattre. cette réaction justement du porte-parole de l'armée qui disait Idriss Déby vient de connaître son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Ça résume parfaitement ce qu'on disait. Le militaire tombé tout à fait. avec les honneurs. Qui était vraiment, Serge a essayé de le décrire un tout petit peu sur le terrain, très proche des troupes, militaire dans l'âme. Qui était vraiment Idriss Déby? C'était le chef suprême des armées, donc il défendait son pays bec et ongle, même s'il est resté au pouvoir près de 30 ans et qu'il avait été, donc il y a même quelques heures avant l'annonce de ironie de sort, quelques heures avant l'annonce de son décès, il était réélu, en tout cas proclamé par la commission électorale comme nouveau président, donc pour un nouveau mandat, un sixième mandat, et avec un score de 79,32%. Il est arrivé au pouvoir, donc pour les jeunes qui nous écoutent, il est arrivé au pouvoir le 1er décembre 1990 et c'est un ancien proche, il faut le savoir, de l'ancien président Hissène Habré, qui est mort en exil au Sénégal. Et il est entré donc en dissidence à ce moment-là avec son armée et s'est emparé du pouvoir après l'entrée des troupes dans N'Djamena. Donc en 1996, après une transition démocratique, Idriss Déby est donc élu président de la République du Tchad lors du premier scrutin. Et finalement, c'était un scrutin pluraliste qui a accueilli une partie de ses adversaires au gouvernement. Et il ne quittera plus la présidence, donc plus le palais qu'on appelait le palais rose après tout ça. Donc il est resté au pouvoir pendant tout ce temps. Il a quand même eu un règne qu'on peut appeler assez dictatorial, parce que l'opposition n'avait pas voix au chapitre ou de s'exprimer. Là, il y a quelques heures, son opposant le plus farouche et le plus jeune, Succès Masra, qui est un économiste et un ancien de la Banque africaine de développement, lui a adressé un message d'hommage
il reconnaissait que c'était son ennemi, mais quand même, il s'est incliné sur sa dépouille. Voilà. On va dire qu'il régnait sur le Tchad d'une main de fer. Effectivement, d'une main de fer. Et après, la question que Serge vient de poser est tout à propos parce que son armée, l'armée tchadienne, était quand même celle qui, dans cette zone, maintenait en tout cas les rebelles et les djihadistes hors de portée. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On sait aussi que Idriss Déby était un solide allié de la France également dans cette lutte contre le djihadisme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de questions se posent. Là, on vient d'apprendre également que son fils, Mahamat Kata, a nommé une quinzaine de généraux dans son conseil militaire. Donc, les prochaines heures nous le diront. Très bien. Alors justement, vous parlez de son successeur. C'est son fils. C'est son fils à qui il avait confié d'importantes responsabilités. Déjà qu'il avait formé, j'ai envie de dire comme lui, donc formé à l'art de l'armée, envoyé dans de prestigieuses écoles pour recevoir un complément de formation. Et quand il revient donc, au Tchad, il lui confie donc, de nombreuses responsabilités. La dernière, c'était la responsabilité de sa garde prétorienne, donc la défense du palais, on aurait pu dire. Oui, tout à fait. Il était on va dire, à la direction générale des services de sécurité des institutions de l'État. Donc on va dire que c'est quelque chose qu'il connaît plus ou moins. Donc moi je me dis qu'à la tête de ce conseil militaire de transition, il saura aussi maintenir, on va dire, ses troupes parce qu'il a vu son père le faire. Il a appris à bonne école, si je peux m'exprimer ainsi. Il saura maintenir justement ses troupes rebelles. Mais on reste optimiste. Oui, assez jeune, 37 ans. Assez jeune, mais il a quand même, on va dire, de l'expérience et il a été formé par quand même Idriss Déby. En tout cas, dans l'armée, un général 4 étoiles à cet âge-là. Très franchement, bon, Rayana parle d'expérience. Je dirais qu'effectivement, il a reçu, je pense, une bonne formation et il a appris auprès de son père. Mais je ne pense pas que d'une voix commune, les militaires soient d'avis à dire qu'à 37 ans, on puisse avoir... C'est pour ça qu'il a été bombardé, en fait. Allez, c'est quand même le fils du président. Ça reste le fils du président, mais je pense en tout cas qu'aujourd'hui, au stade où on est, je ne suis pas en train de mettre en doute la valeur de ces étoiles, de ces 4 étoiles de général, mais moi, si une chose me rassure, c'est qu'on a en face de nous un militaire de carrière également, comme son père, parce que depuis très jeune, il a baigné dedans, on sent véritablement qu'il aime ce métier, qu'il aime ce qu'il fait et qu'il le connaît bien. On lui a donné des responsabilités depuis bien longtemps, même si à un moment, lorsqu'il était commandant, je pense, d'une force de défense au niveau du Tchad, il avait un général devant, mais c'était lui qui était qui dirigeait officieusement les troupes. Donc depuis longtemps, il est aux commandes, depuis longtemps, il est à la baguette, depuis longtemps, il tire les ficelles au niveau du commandement militaire. Je pense qu'il est aguerri. Et je pense que ce qui a peut-être étonné un peu l'opinion internationale, et certains commentateurs, c'est la vitesse et la rapidité avec laquelle tout s'est mis en place juste après le décès d'Idriss Déby, donc la mise en place de ce comité, une sorte de CNT, donc la mise en place de ce comité, c'est ça, voilà, de ce comité de transition militaire, la dissolution donc des institutions de la Constitution, l'Assemblée nationale. Voilà, l'Assemblée nationale et tout. Mais en même temps, c'est pas le genre de décision qu'on prend après 3 jours. Lorsque vous arrivez, en tout cas vous décidez... Je pense que c'était forcément, je ne parle pas du décès, mais des circonstances, mais il s'était préparé. En tout cas, à une succession, comme une succession testamentaire, on pourrait dire, peut-être l'éventualité de préparer ou pas face à l'urgence. Non, mais préparer ou pas face à l'urgence qui se posait. Il faut rappeler quand même que le président Idriss Déby est mort au front, donc en combattant, officiellement oui, en combattant contre justement des troupes rebelles. Donc il faut bien sûr assurer une certaine garde de toute façon et au plus vite. Donc en allant dans cette logique-là, effectivement, on n'a pas forcément besoin d'être préparé ou de laisser penser peut-être que c'était prémédité. Non, parce que c'est une réaction de militaires. Tout à fait. Si effectivement, officiellement, le président, donc le chef suprême des armées, est mort au front pour défendre le pays, ça veut dire que le pays est attaqué, il est en danger. Tout à fait. Du coup, est-ce que là, on laisse libre cours à la démocratie et à la constitution qui suit son cours, alors que militairement, le pays a besoin de réagir, ou on continue à réagir militairement comme le faisait
le président, je pense que c'est un choix que le militaire de carrière qu'est son fils ne s'est pas forcément posé. Donc oui, et c'est là que je vais revenir sur ce que tu disais par rapport à sa capacité à pouvoir à maintenir cette garde que son père avait assurée. C'est justement, aujourd'hui, il n'a pas le choix. Même en termes de dignité en tant que militaire, il n'a pas le choix que de réussir là où son père était en train de réussir. Il ne peut pas échouer à cette tâche parce que ça lui reviendra dessus. Vous évoquez sa mission et vous avez peut-être raison. En tout cas, Madame Bleu, insidieusement laisser croire que certaines choses avaient été mises en place. Non, on se prépare toujours, hein, je veux dire, même si, même lorsqu'on fait un testament, on ne prévoit pas dans l'instant sa mort. Ouais. On fait un testament pour préparer, mettre les conditions pour qu'en cas de force majeure, tout soit préparé pour une sorte de succession. Donc, mais tout était préparé. Voilà. La Constitution dit qu'en l'absence du président... Une Constitution qui a été dissoute. Oui, mais justement, avant qu'elle soit dissoute, on dit que sur la table, en fait, on n'était pas dans une république bananière. On avait des textes, on avait une constitution, donc tout était préparé en cas de vacance du pouvoir. Et puis, excusez-moi, Monsieur Kouachi, mais quand vous décidez de vous engager dans une voie qui a un coup de force, c'est un peu comme quand vous faites un braquage, la première chose que vous dites aux gens, c'est couchez-vous. C'est l'intimidation, bien sûr. Quand vous arrivez, vous dissolvez les vous mettez une sorte d'état d'urgence en place faut pas sous la légitimation, sous le fait de légitimer que ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas pratiquer la langue de bois. Je veux dire, et moi je vais l'assumer, si la question est de savoir ou est de dire est-ce que nous sommes en présence d'un coup de force, contrairement à tout ce qui est démontré démocratiquement et constitutionnellement? Je dis oui. Mais oui, bien sûr que nous sommes en face d'un coup de force. On a une constitution qui aujourd'hui n'est pas respectée, donc légalement, on est déjà on est carrément, voilà. Est-ce que maintenant le mot coup d'État, moi je dirais beaucoup plus coup de force, est-ce que le mot coup d'État n'est pas trop fort ou est bien employé? Voilà, bon, allez, on ne va pas machiner les mots non plus. Effectivement, c'est un coup d'État. Lorsque constitutionnellement, anticonstitutionnellement, vous venez au pouvoir, je pense que c'est un coup d'État. Alors là où ils ont essayé d'équilibrer les choses, c'est qu'à la fin de ces 18 mois, on prévoit une élection qui serait démocratique. Est-ce que cette élection se tiendra? Parce qu'on a connu pas mal de cas en Afrique. Ils ont dit la même chose. Exactement. On a connu pas mal de cas de Après, de toute façon, vous savez, c'est une junte au pouvoir depuis 30 ans aussi, avec le président Idriss Déby. Voilà. Il a bien préparé sa transition, il a bien préparé, je veux dire, il est très bien implanté. Je pense qu'il y aura un avant et un après Idriss Déby, parce que mine de rien, c'est lui qui maintenait tout ce système en place. C'était l'interlocuteur de choix dans la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. On a parlé de rebelles qui viennent de Libye. On sait tout ce qui se passe en Libye. Oui. Ce front a été rompu avec la mort de Kadhafi. Donc là, on a la mort maintenant de Idriss Déby. On peut le détester. Oui. On peut le détester. En tout cas, c'était peut-être un mal nécessaire finalement. Dans la deuxième partie de cette émission, d'évoquer cette situation-là de l'après Idriss Déby aujourd'hui. Quelle incidence dans la sous-région, même pour toute l'Afrique, hein, pour toute l'Afrique aujourd'hui, qui est en proie à cette grande vague de terrorisme. Je vais juste dire, à propos de Hissène Habré, bon, je ne sais pas s'il serait content d'apprendre que vous l'avez précipité, mais non, il est bel et bien vivant. D'ailleurs, il avait, il y a quelques semaines, quelques jours, demandé une mise en liberté pour raison de santé, mais bon, elle a été refusée. Donc il va bien. Il est encore vivant. Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Voilà, c'est le cas de le dire. Bon, on va marquer nous une pause. Merci beaucoup d'être venu donc sur les circonstances, sur qui était l'homme, un tout petit peu, parce qu'il y a des anecdotes, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait évoquer sur Idriss Déby, mais je crois que l'essentiel a été fait. Merci également à vous, Monsieur Kouachi, pour votre analyse. Nous, on va retrouver Mélissa Djedje pour le Que dit la loi avant. Oui, Que dit la loi. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. Alors, je crois que j'ai décidé exceptionnellement de vous faire entrer avant une autre rubrique. T'es pressé de me voir? Je crois que c'était ça, parce qu'on parle de dénonciation. Certains ont fait des choses sur ce plateau-là. Je voulais être sûr que c'était dans un cadre de dénonciation ou pas. J'étais dans la peau des Tchadiens. Des Tchadiens. À quel moment part-on de dénonciation? Qu'est-ce que c'est la dénonciation? Alors, c'est pas juste la dénonciation. Aujourd'hui, on va voir la dénonciation calomnieuse. Calomnieuse, attention. Voilà. Donc là, on est dans une saga. On a vu la diffamation, on a vu une infraction voisine qui était l'injure. Et là, on voit
Effectivement, c'est pas mal ça. Quelqu'un qui rit un peu, je sais pas. Alors là, on est dans une infraction similaire aussi, qui est la dénonciation calomnieuse. Donc, qu'est-ce qu'une dénonciation calomnieuse? En fait, c'est une dénonciation qui est intentionnellement mensongère et qui vise en fait à exposer la personne faisant l'objet de la dénonciation à ce qu'elle subisse des sanctions administratives, des sanctions judiciaires, des sanctions, par exemple, vis-à-vis de son employeur. Donc, il y a vraiment une intention de nuire. Donc, quand on parle de mensongère, c'est que non seulement la personne sait que la dénonciation, en fait, le fait est faux, et la personne recherche, en fait, une sanction, que la personne faisant l'objet fasse l'objet d'une sanction. Et la dénonciation calomnieuse, en fait, elle se fait par n'importe quel moyen. Donc, autant en personne, par écrit, sur Internet, à la télévision, en radio. Et donc, pour mieux comprendre, par exemple, la différence, par exemple, avec la diffamation, c'est qu'il y a vraiment cette intention de nuire et le fait que ça soit vraiment faux et qu'on le sache. Parce que dans la diffamation, comme on a vu, ça pourrait être vrai ou faux. Et il n'y a pas forcément cette intention que la personne subisse des sanctions. Oui. Brice Hanaud n'a pas porté de chaussures ni de pantalon. Là, quelle serait la sanction? Parce que là, on non, parle mais je vous dis, c'est une information, c'est vrai en plus, croyez-moi, il n'a pas porté de pantalon ni de chaussures. Demandez un plan, vous allez voir. Non, là, je ne pense pas qu'on est dans un cas de diffamation calomnieuse parce qu'il faudrait qu'il y ait une sanction, admettons, de la part qu'il encourt une sanction administrative ou qu'il encourt une sanction de la part de son employeur. Parce que c'est un peu le cas. Il va se faire professionnaliser, il a son pantalon pendant une émission. Un exemple, par exemple, de dénonciation calomnieuse, disons que, bon, Edith est ma collègue, je me dis, en fait, je passe juste les mardis, j'aimerais bien passer tous les jours comme Edith. Et je concocte en mettant une petite histoire, là, à dire, par exemple, que Edith donnerait à notre concurrent, par exemple, les contenus inédits de nos émissions ou le sujet, par exemple, de l'émission, de la prochaine émission, par exemple. Et donc là, je sais clairement que Edith, je sais que c'est faux. Je sais que Edith encourt éventuellement des sanctions disciplinaires vis-à-vis de notre employeur et que potentiellement, elle pourrait être congédiée. Donc là, on serait vraiment dans un cas de dénonciation calomnieuse. Ou pour donner un autre exemple, par exemple, on pourrait avoir, je ne sais pas moi, disons que j'aime pas la tête de mon ex et que je décide, généralement, c'est un peu le cas. Je pense en tout cas, on l'aime plus trop. Et que là, je décide, là, une petite vengeance de dénoncer, par exemple, à son employeur, admettons, qui ferait du détournement fiscal, par exemple. Mentir sur lui. Ouais. Voilà, donc non seulement il encourrait possiblement des sanctions de la part de son employeur, donc il pourrait être congédié, mais aussi il pourrait être, par exemple, poursuivi pénalement, par exemple. Donc là, il aurait, par exemple, les deux sanctions. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on encourt c'est bon? Il n'a pas le temps de vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on encourt si jamais on est reconnu, en fait, coupable de dénonciation calomnieuse? On encourt entre 1 an à 5 ans de prison, des amendes pouvant aller entre 100 000 et 1 million. Et on peut être aussi privé de certains droits et avoir des interdictions, par exemple, d'apparaître dans certains lieux. Donc, quand on dit privé de certains droits, par exemple, on pourrait ne plus avoir le droit d'occuper un emploi, par exemple, dans la fonction publique ou dans l'administration. Ou, admettons, des emplois liés à l'enseignement. Et ça, c'est dans le cas où les préjudices causés par cette dénonciation calomnieuse sont importants et reconnus devant le En fait, c'est juste dans le cas où il y a éventuellement, donc il y a deux faits. Oui. Donc, on savait, admettons, la personne auteur de la dénonciation savait que c'était faux et avait l'intention de nuire et d'avoir une sanction, qu'elle soit administrative, judiciaire, ou, par exemple, vis-à-vis de l'employeur. Et comment ça se prouve? Qui porte plainte? Alors, la particularité de la dénonciation calomnieuse, c'est que, par exemple, à l'inverse de la diffamation, où je peux tout de suite enclencher ma plainte en diffamation, c'est que là, il va falloir qu'il y ait une décision sur le fait d'énoncer. Donc, par exemple, une fois qu'on aura, par exemple, l'employeur aura statué, après enquête, écoute-moi, j'estime que je ne sais pas d'où tu prends, par exemple, tu tiens tes propos, parce qu'après vérification, par exemple, Edith n'avait même pas le contenu, n'avait pas les informations en question. Donc, c'est impossible que ça ait été Edith, par exemple. Et on savait, par exemple, qu'on ait une historique à se chamailler, que je n'aimais pas trop Edith et que finalement, ça devait être intentionnel. Là, dans ce cas-là, Edith peut effectivement enclencher. Là, on l'avait compris. Edith peut clairement enclencher justement une plainte en dénonciation. Et souvent, ce qu'on fait en droit, c'est qu'on fait un gros panier de plaintes en même temps, de différentes infractions. Et admettons, si je ne suis pas condamnée, par exemple, pour dénonciation calomnieuse parce qu'elle n'arrive pas à prouver que c'était intentionnel de ma part, dans ce cas-là, elle pourrait, par exemple, je pourrais rentrer, par exemple, dans de la diffamation.
Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un paquet comme ça et dépendamment des faits qu'on a prouvés, on est reconnu coupable ou non de certaines infractions. Parce que, comme on dit chez nous, c'est quelque chose de mentissuel. Donc il faut vraiment le vouloir poursuivre pour aller jusqu'au procès, intenter une action en justice, avoir un avocat pour pouvoir... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du pénal, hein. C'est une infraction pénale. Donc si je veux porter plainte pour dénonciation calomnieuse, je le fais au commissariat et à la gendarmerie. Et ensuite, c'est l'État, en fait, le procureur de la République qui décide de poursuivre. S'il y a suffisamment d'éléments, il décide de poursuivre. Donc c'est l'État qui poursuit. Ok. Bon, je pense que dans cette série d'émissions, de chroniques que vous nous proposez, on a eu l'injure, la diffamation, la dénonciation calomnieuse. La moralité de l'histoire, c'est faut savoir tenir sa langue. En fait. Voilà, exactement. Très bien. Mélissa Diodier, merci beaucoup. Merci beaucoup, Brice. Alors, on va vous garder, sait-on jamais. Hein, aujourd'hui, c'est exceptionnel, on regarde sur le plateau pour notre lu, vu et entendu. Alors, c'est une affiche de la campagne de sensibilisation de la gendarmerie sur les accidents de la route. Et notre lu, vu et entendu nous présente ça. Tu roules vite, tu meurs vite. Oui. Moi, j'adore. J'ai toujours rêvé de voir ce genre de campagne choc. Peut-être diffusée, peut-être même sur des panneaux d'affichage dans la ville. Parce qu'en général, c'est ce genre de message choc, peut-être violent, qui marque l'esprit. Qui marque l'esprit et qui permet tout de suite de se mettre en situation et de comprendre que nos actes ont des conséquences dramatiques. Donc, c'est chapeau en tout cas à cette campagne. Qui a eu de l'impact d'ailleurs, hein, parce que beaucoup de personnes en ont parlé sur les réseaux sociaux. Moi, la première fois que j'ai vu, justement, je me suis dit, waouh, on fait des campagnes comme ça maintenant à Abidjan. Et il faut dire que ça attire tout de suite l'attention parce que l'image en elle-même, je vais aller dans un peu de sémiologie, l'image en elle-même est, on va dire, assez choquante. Donc ça suscite assez de curiosité. Et puis le texte, avec le petit effet un peu ensanglanté comme ça, nous rappelle tout de suite les conséquences justement. Moi ce que je trouve louable et en même temps qui peut laisser interprétation, c'est que ça vienne de la gendarmerie. Ouais. Donc c'est bien. De toute façon, les gendarmes, on sait très bien que c'est des gens bien, hein, je salue au passage. C'est super bien cette initiative-là. Par contre, je me rappelle d'une certaine époque où en Côte d'Ivoire, on avait énormément de sensibilisation sur les accidents de la route par une structure qui s'appelait l'OSER. Bon. Où est-ce qu'on en est ? L'Office de sécurité routière. Aujourd'hui, on ne communique plus vraiment, on n'a plus ce genre de campagne-là sur la sensibilisation au niveau de la vitesse et tout. J'aimerais bien que ça revienne. Je crois que les campagnes, je me rappelle des campagnes de l'OSER, je pense que si ça n'a pas, en tout cas moi, ça ne m'a pas marqué, si ça n'a pas marqué les esprits, c'est parce que c'était des campagnes, on va dire, en griffe didactique. Ne roulez pas vite, respectez. Une image, on dit, une image vous vous souvenez des campagnes OSER ? Une image vaut 1000 mots. J'ai toujours rêvé de voir ce genre de campagne parce qu'on le voit à l'étranger. Pas de ce type. J'attends de voir les déclinaisons. On le voit surtout en Europe par des agences qui le font pour toujours peut-être la police nationale ou ce genre de choses, mais ce sont des campagnes chocs, des spots qui font preuve de créativité. C'est-à-dire que moi, il y en a une que j'ai beaucoup aimée, c'était « À deux doigts de la mort ». Avec le téléphone, en train de texter. Faire SMS. Je vous mets au défi de vous trouver une campagne des années 90 de l'OSER qui était aussi choc. Tu la trouves. Très bien. Demain, pour nos téléspectateurs. Comme je dis, si vous avez connu l'OSER des années 2000, peut-être que oui, c'était de la petite info de demain. Vous en occuper demain. Ça sera donc. Est-ce qu'on a trouvé une affiche demain déjà? Il dit rouge. Je la connais. Non, mais c'est un coup de fil. Non, mais si vous dites solidarité féminine, non, je vais faire rechercher moi-même. Il va chercher. Non, c'est lui qui va chercher. Je sais qu'il va trouver forcément qui le dit. D'accord. Et pour revenir, je vais appeler mon contact à l'OSER. Elle fait suite à des chiffres publiés par les sapeurs-pompiers dont on avait parlé la dernière fois. Justement, on avait dit qu'un gros pourcentage, plus de la majorité des accidents, des interventions de ces braves hommes sur les terrains étaient dus à des accidents de la route. Et c'est des chiffres tous les jours. Même les décès, en une grosse majorité, sont dus justement à ces accidents de la route-là. Et c'était le lieu pour eux d'appeler à la vigilance et tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est on va dire, la parfaite continuité de toutes ces actions qui sont menées depuis le début. Ah oui, et pour revenir sur ce débat, il ne faut pas avoir honte de dire qu'on n'a pas souvent, venant d'institutions, on va dire, nationales, d'images aussi créatives. Ça n'arrive pas souvent. Et c'est pour ça trop de travail. Moi, pour revenir sur le débat, parce que mon point il était à deux volets. La première fois, bravo les gendarmes.
Mais deuxième fois, il ne faut pas qu'on se limite aux images aussi à un moment. On est sur les routes et on voit très bien ce qui se passe. Où est-ce qu'on en est avec le permis à points, par exemple, ce projet-là? Ce serait bien de pouvoir l'amener ici. Où est-ce qu'on est dans la répression également par rapport à ce qui se passe sur la route quand on a l'excès de vitesse qui n'est pas respecté? Où est-ce qu'on est aujourd'hui avec les radars qui ont totalement disparu? De toute façon, quand ils étaient là, il n'y avait pas de photos. Tout ça, c'est des problèmes véritables dont on doit parler, qui doivent être traités. C'est bien une campagne. Quand ça vient de la gendarmerie, surtout, c'est super bien. Mais au niveau du ministère, je pense qu'on doit vraiment prendre ses responsabilités pour pouvoir non seulement sensibiliser, mais aussi mener de la répression sur le terrain. C'est complémentaire, ce genre d'action, ce genre de campagne est complémentaire, mais il faut savoir que la police nationale aussi fait de la répression. C'est vrai que ce n'est pas médiatisé, mais il existe un comité de retrait des permis. Ça, je l'ai découvert dans le JT de Live TV. Il existe un comité de retrait. On a vu des personnes qui passaient à tour de rôle dans la salle et qui étaient auditionnées et qui, lorsqu'elles sortaient de cette salle, perdaient leur permis. Ça existe. Et même, ça va jusqu'à l'incarcération pour certains. C'est très bien. Quand il y a mort d'homme, c'est important. Et en plus, il y a des tests d'alcoolémie qui sont faits également par les agents de la police nationale sur le terrain. Il y a des vidéos aussi de surveillance sur le terrain qui sont mises en place par le ministère des Transports. Donc on attend de voir aussi comment ça va fonctionner. C'est bien que tout ça soit mis en place, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus... Il faudrait qu'on puisse le sentir sur le terrain. Les tests d'alcoolémie, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que très franchement, les week-ends comme moi je sors, j'en vois pas sur la route au niveau des barrages. Tu n'as jamais fait ces tests d'alcoolémie? On n'en m'a jamais fait, et je n'ai même jamais vu à des barrages de police. Tous les policiers vont t'arrêter. Mais je ne bois pas quand je prends le volant. Je l'ai dit ça. Non, mais pour qui vous me prenez? Mais je ne bois jamais quand je dois conduire. Elle dit justement que tu vas subir tous les tests d'alcoolémie. Mais je suis prêt à les subir parce que de toute façon, je m'en sortirai haut les mains. Je ne bois jamais. C'est bon, finalement. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est à saluer et je pense qu'il faut... On espère voir d'autres déclinaisons de ce genre de campagne affichées partout, à la télévision, des spots chocs pour marquer les esprits. Et je pense que la répétition est pédagogique. Mais moi, pour terminer, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que c'est choc que ça retient votre... Est-ce que c'est parce que c'est choc ou c'est peut-être parce que le message est important? Non, parce que le résultat, il est clair, il est morbide, c'est la mort. Tu roules vite, tu meurs vite. Non, mais en fait, et ça, c'est dans le langage ivoirien. Le message, c'est facile à retenir. Le message, il a toujours été important. Hein. Vous savez, la teneur d'un message, c'est toujours la même chose, mais dépendamment de comment on le communique, comment on le transmet, ça a un effet ou pas. Donc jusque-là, on a vu que ça avait peut-être des effets sur certaines personnes et sur d'autres non. Mais la preuve, aujourd'hui, on en parle sur ce plateau. Cette image est choquante. En tout cas, elle captive. Ça peut faire baisser le taux, en tout cas. On voit par exemple dans la cigarette. Vous pensez vraiment que... le chauffeur de Baka qui voit ça, ça va agir sur sa vitesse le matin? Ah mais oui, totalement, hein, parce que moi je suis désolée. Quand ça va le choquer. Sauf s'il veut vraiment pas, sauf s'il voit et là il veut vraiment pas, et là c'est un vrai travail à faire sur la mentalité. Après, mais l'image parle, on n'a même pas besoin du texte. Rappelons l'importance d'une affiche, c'est dans un premier temps d'attirer l'attention, de faire de la sensibilisation, et puis n'oublions pas qu'après il y aura certainement des spots en ouchi, peut-être pour cette cible, en langue vernaculaire par exemple, sur les radios et ce genre de choses. Ouais, et ce serait bien de venir communiquer sur les radios commerciales pour très bien sûr aider à faire passer le message. Mais n'oublions pas que, attention, c'est puni par la loi, l'excès de vitesse. Bien sûr, en plus, il y a des sanctions. C'est clair qu'il y a des sanctions. Après, parce qu'après, il y a des pertes en vie humaine, pas seulement les vies des personnes qui conduisent, mais malheureusement aussi, qui endeuillent de nombreuses familles, des gens qui n'ont rien demandé, qui étaient juste en bordure de route, qui ont été fauchés par des chauffards. Toutes ces choses-là sont malheureusement constatées sur nos routes et on a envie de dire plus jamais ça. Ces campagnes-là aident à le dire. Et nous également, notre rôle, c'est de rappeler aux uns aux autres qu'il faut faire attention quand on est... Sensibiliser. Voilà, sensibiliser. Merci Mélissa. Merci. On va marquer une pause et juste après retrouver Élisée Bolougbe pour la deuxième partie de notre émission ce soir. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de nos amis chroniqueurs. Et puis nous a rejoint monsieur Élisée Bolougbe, journaliste écrivain. Bonsoir Élisée. Bonjour. Bonjour. Alors exceptionnellement, ce soir on vous reçoit sur notre plateau aux côtés de Serge Kouachi, Edith Roubleu, Rana Assi pour évoquer cette situation-là, douloureuse situation que vit le peuple tchadien et puis enfin toute l'Afrique, parce qu'il y a perte quand même d'une personnalité, c'est le président Idriss Déby. Déjà, je suis sûr que cela vous consterne, comme nous certainement. Bien évidemment, vous pouvez l'imaginer, et surtout quand on voit un peu tous ces nombreux responsables, je dirais africains, sans oublier les nôtres ici en Côte d'Ivoire, nos différents premiers ministres, mais on a aussi le chef de l'État en Tanzanie.
Et aujourd'hui, Idriss Déby, ça fait un peu beaucoup quand même pour le continent africain. Donc il y a de quoi certainement être un peu consterné. Et surtout les conditions dans lesquelles, les circonstances dans lesquelles cela est arrivé, il y a vraiment de quoi être consterné. Ouais. Et nous profitons en tout cas de votre plateau encore pour dire toutes nos condoléances au peuple tchadien. Edith Broubleu disait tout à l'heure que même l'opposant avait parlé d'un ennemi qui partait, et donc il s'inclinait devant la mémoire donc, Et en plus, ils s'étaient rencontrés avant les élections présidentielles pour échanger. À ce moment-là, l'opposant, en tout cas, avait été clair avec lui et franc, mais malgré ça, il a tenu à lui rendre hommage. Et je pense que c'est tout le pays qui s'unit dans ce moment de difficulté pour pouvoir avancer. Il ne tombe pas, c'est vrai que c'est le président qui tombe, mais il ne tombe pas en tant que président, il tombe en tant que gendarme du Sahel, en tant que défenseur de l'intégrité territoriale de ce pays-là, donc obligatoirement que vous soyez d'un bord politique sympathisant ou différent, vous ne pouvez en tout cas quand vous avez la fibre patriotique qui bat en vous que rendre hommage. Il faut le dire en tant que vous avez dit gendarme, c'est ça? Gendarme du Sahel. Défenseur, c'est cela. Idriss Déby est un maillon essentiel dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, dans sa zone. Et justement, pour en parler, vous me permettrez d'échanger quelques minutes avec M. Lassina Diarra. Il est écrivain et chercheur spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest. M. Diarra est au téléphone avec nous. Bonjour, M. Diarra. Très bien. Le temps qu'on nous connecte à M. Diarra, justement, on va revenir sur le fait que Idriss Déby représentait cette forme de... On parle de gendarme du Sahel, vous en parlez. C'est comme ça que certains le désignaient. C'est opposait une farouche résistance. C'est pas un nom usurpé, je dirais un sobriquet usurpé. Quand on voit un peu le contingent tchadien engagé dans la lutte contre le terrorisme, c'est le plus grand contingent d'ailleurs, et c'est l'armée la plus aguerrie en fait dans la lutte dans le Sahel. Et ça, c'est sûr de tout le monde. Il n'y a même pas 2 mois. Au mois de février, où il augmentait encore le contingent de 1200 hommes, c'est dit qu'il était résolument engagé vraiment dans la lutte contre le Sahel. Et c'était un maillon sur lequel, je peux dire, aussi bien la communauté africaine que la communauté mondiale comptait en fait, en réalité, pour vraiment contrer l'avancée du djihadisme. Aujourd'hui, avec son départ, c'est vraiment une panoplie de questions qui sont levées. Comment est-ce que ça va être géré? On espère qu'effectivement, comme pouvait le dire quelqu'un, c'est vrai que c'est lui qui était devant, mais c'était un système et on espère que le système ne s'est pas ébranlé. On espère bien, parce que là, si c'est le cas, avec déjà la difficulté qu'on a à maîtriser tout ce qui sort de la Libye et le Soudan déjà qui n'est pas aussi très stable depuis le départ du président et son remplacement par l'armée. Donc il y a tout un ensemble d'éléments vraiment qui... Votre avis sur cette question-là, c'est l'avenir politique aujourd'hui, vu que c'est vous qui avez évoqué la question de l'opposant. L'avenir politique aujourd'hui au Tchad, on sait qu'il y a eu des élections. Il a même été proclamé aujourd'hui même, le jour de son décès, donc avant son décès certainement. Avant la confirmation du Conseil constitutionnel, bon, il a été proclamé réélu et président. Mais je pense que la question aussi surtout à se poser, c'est vrai, on parle d'opposants, même si je pense qu'en ce moment, même s'ils pointent le bout du nez, je ne pense pas qu'ils seront les bienvenus face à cette transition militaire qui est peut-être l'urgence du moment, contrôler un peu tout ce qui se passe à côté, parce qu'on a parlé de successeur, mais je ne pense pas que ce soit le fils Déby ne soit l'unique successeur potentiel. On sait que l'armée, il dirige l'armée en ce moment, mais derrière, on a vu un peu tout ce qui s'est passé précédemment dans ce genre de coup de force, dans ce genre de coup de terre, pardon. On sait qu'il y a peut-être des possibilités d'avoir une sorte de bisbille ou de mécontentement par la suite, et peut-être qu'il peut sauter. Je pense. Mais là, pour l'instant, l'heure est la transition militaire. L'heure est la transition militaire. On attend de voir ce qui va se passer. Mais concernant les opposants, je pense qu'ils n'auront pas voix au chapitre pour l'instant. Très bien. Alors, je pense qu'on nous fait signe que la connexion est établie avec M. Lassina Diarra. Je rappelle, écrivain, chercheur spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest. M. Diarra, bonsoir à nouveau. Bonsoir, monsieur. Bon, on est très heureux de pouvoir vous parler. Avec vous, évoquer la question du Tchad. Aujourd'hui, avec la disparition d'Idriss Déby, est-ce que vous pensez que c'est un verrou qui saute dans la lutte contre le terrorisme? Oui, il faut noter que Idriss Déby était un maillon essentiel dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et déjà en 2013, il était... avec l'opération Serval, l'opération française au Mali pour lutter contre le terrorisme. Et après, en 2015, il a ouvert un certain nombre de fronts. Il est intervenu sur le territoire nigérian contre Boko Haram.
le Niger également, et puis le Cameroun et au Mali. Donc il était vraiment un maillon essentiel. Aujourd'hui, sa disparition, son décès brusque, va peut-être quelque part causer un problème en termes de dysfonctionnement dans la lutte contre le terrorisme, parce qu'il avait réussi quand même à imposer sa marque dans le G5 Sahel, était important. Et il avait réussi également à se faire écouter par ses pairs, ses homologues chefs d'État. Et du côté, au-delà du Sahel, il était un interlocuteur de la France dans cette lutte contre le terrorisme. Alors justement, vous êtes spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'implication du Tchad dans cette lutte-là, est-ce qu'elle a des incidences jusque dans notre Afrique de l'Ouest, si on veut le dire? Oui, en effet, mais tout va dépendre un peu quand même parce que tout va dépendre de l'environnement interne au Tchad, comment les choses vont évoluer après, parce que après, il faut noter que c'est tout le système Idriss Déby qui était décréé par une bonne frange de la population tchadienne. Et donc, comment les choses vont évoluer, l'environnement tchadien du point de vue sécuritaire, du point de vue politique ou social, parce que le nouveau président qui semble être son fils, comment il va faire face à cette pression en interne, et est-ce qu'il sera amené à regarder un peu à l'extérieur, au niveau des OPS tchadiennes. Donc c'est tout aujourd'hui l'enjeu. Est-ce qu'il va demander le retrait des forces tchadiennes au Mali? Parce que récemment, les forces tchadiennes sont déployées dans la zone du Liptako-Gourma, la zone dite des 3 frontières, c'était très important. Et donc au cas où il déciderait retrait des troupes tchadiennes au Mali ou sur l'autre ligne de front tchadienne dans la lutte contre le terrorisme, c'est pour faire face à la menace rebelle dans son pays. Donc clairement, ça va créer un dysfonctionnement au niveau de la chaîne qui a été mise en place dans la lutte contre le terrorisme au niveau sahélien et même au niveau de l'Afrique de l'Ouest de façon globale. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut définir un point, le point le plus avancé de ces terroristes-là en Afrique? Est-ce que c'est le Tchad? Est-ce que c'est après le Burkina Faso? On a su qu'il y a eu des attaques à Kafolo. Ce point le plus avancé du terrorisme aujourd'hui, là, c'est lequel? En fait, ce qu'il faut noter, c'est la nature même de la menace terroriste, parce que le terrorisme, c'est un projet de domination universelle du monde. Ça ne se limite pas simplement à un seul État ou à une seule région donnée. Et on voit effectivement cette ambition clairement expansionniste assumée de ces groupes terroristes, avec aujourd'hui le décès d'Idriss Déby et l'avancée des rebelles au nord du Tchad. Donc le Tchad va se voir peut-être pris entre étaux avec Boko Haram et les rebelles. Et après, le Sahel va devenir encore plus compliqué, puisque peut-être que les forces tchadiennes qui ont été déployées récemment dans la zone de Liptako-Gourma ne pourront peut-être pas effectivement assurer cette sécurité. Et aujourd'hui, on voit effectivement que ces groupes terroristes gagnent du terrain et progressent vers la Côte d'Ivoire, comme vous le rappeliez tout à l'heure. L'attaque de Kafou. Donc l'ambition expansionniste de ces groupes, je ne vois pas peut-être qu'elle a vocation à s'arrêter maintenant. C'est aux États de redoubler encore de vigilance, de travailler avec beaucoup plus de sérieux et de cohérence, et comme ça pour pouvoir contrer cette menace terroriste. Vous avez anticipé d'ailleurs, M. Lassine Nadira, sur ma dernière question. On parlait de cette efficacité-là de l'armée tchadienne contre ces menaces djihadistes et terroristes. La question c'était quelle solution vous préconisiez pour nos États ici pour faire face efficacement également. Mais je crois que vous l'avez dit, ça passe par toutes ces solutions que vous avez évoquées tout à l'heure. On vous remercie pour votre intervention. Merci d'avoir accepté de vous exprimer sur la question en direct sur Live TV. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on l'a entendu, il y a menace. Je pense que, comme il a dit, la sécurisation du Sahel devient une urgence continentale et même, je pense, planétaire, parce que là,
on est face à un cas de force majeure, donc avec la perte d'Idriss Déby. Mais derrière, toutes les questions se posent. On a la poussée de ces bandes armées qui viennent de Libye, qui poussent, qui continuent d'avancer. On a le front, on a différents fronts. On a un front au Mali, on a un front au Burkina Faso. On sait que le Tchad partage plusieurs frontières avec des pays comme le Niger, le Nigeria, le Cameroun également, et plein d'autres. Et derrière, on voit qu'on a un nouvel homme fort, donc le fils Mahamat. Mais est-ce que derrière, il pourra maintenir l'unité de cette armée qui a perdu son dirigeant, son chef des armées? Est-ce qu'il pourra maintenir cette unité et ne pas se faire scléroser par des ennemis qui viendront en interne pour déstabiliser un peu cette unité qui a été mise en place depuis une trentaine d'années? Alors Serge, pour revenir au profil du fils Déby, il était aux côtés de son père, il a été quasiment formé dans le moule de son père. Est-ce que vous pensez que sa politique pourra être différente de celle d'Idriss Déby, le père? La même question pour Bobo tout à l'heure. De toute façon, je pense que, comme il a dit notre consultant tout à l'heure, le spécialiste en terrorisme en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas aujourd'hui s'avancer. On est bien obligé de regarder comment est-ce qu'elle va être axée, la politique du fils, puisque effectivement 30 ans au pouvoir, mais décrié par une bonne partie des Tchadiens qui justement menaient cette rébellion contre Idriss Déby. Du coup, quelle sera la priorité du fils dans sa politique, quand on sait qu'effectivement c'est une rébellion armée et que d'un autre côté, la force militaire tchadienne aide aussi à être cette force tampon par rapport à l'avancée du terrorisme. Est-ce qu'on va continuer à envoyer et à augmenter les troupes de défense panafricaines contre ce terroriste-là, ou est-ce qu'on va beaucoup plus se concentrer sur les questions du Tchad? C'est l'avenir qui nous dira. Mais je pense qu'on ne se pose pas la bonne question. La question n'est pas de savoir si justement il pourra maintenir, s'il pourra assurer, quelle sera sa politique et tout ça. Je pense qu'il faut s'attendre à tout. Aujourd'hui, les pays font face à un plus gros risque d'attaque terroriste. Qu'on le veuille ou non, on va dire, c'est cette petite barricade, ce petit bloc qui a été formé pour limiter et freiner justement la montée de ces rebelles-là qui est fragilisée. Donc même le temps qu'elles reviennent en force, il y aura un petit laps de temps qui permettra, on va dire, à ces rebelles-là de pouvoir peut-être gagner du terrain. On ne l'espère pas. Mais aujourd'hui, la question à se poser, c'est comment est-ce que les nations se mettent en urgence pour pouvoir établir des plans qui sont vraiment efficaces pour lutter chacune à sa façon contre cette montée de rebelles. On aura l'occasion de revenir à ces questions-là et ces propositions. Je vais permettre à Élisée justement de synthétiser l'ensemble de vos propos et tout à l'heure il me donnera son point de vue sur cette question-là. À tout de suite. Retour sur la situation en Libye avec la disparition du président Idriss Déby. Et puis on évoque, j'ai dit au Tchad, la Libye, pardon, au Tchad, je disais le prochain point. On parlait de ce que représentait aujourd'hui le Tchad après la Libye qui représentait donc ce rempart-là. Et est-ce qu'aujourd'hui on est en droit de penser qu'avec la disparition d'Idriss Déby, on doit avoir peur que ce Tchad-là soit plus tout aussi efficace? Ben, je pense que moi, la lecture que j'ai de cette situation, tôt ou tard, elle devait arriver, et elle est arrivée. Elle pose plutôt la problématique de la prise en charge ou de la prise des responsabilités des autres États. Parce que depuis longtemps, on a compté sur la Libye. Tôt ou tard, un jour, il fallait que les États prennent eux-mêmes leurs responsabilités. La Libye, le Tchad s'est investi massivement dans la lutte contre les terroristes. Et aujourd'hui, les nouvelles autorités qui sont là, même si c'est vrai que c'est le fils du père qui est là aujourd'hui, mais comme on le dit, avec toutes les contingences en interne et autres, certainement que stratégiquement, il y a des décisions qui seront prises. Il pourra peut-être décider, on verra dans l'évolution de la situation, décider de mettre l'accent plus sur les questions internes. Déjà, il fait face à une rébellion qui est en train d'avancer sérieusement, donc il n'est pas à négliger. On peut se dire, au lieu de laisser des troupes encore, ou du moins se balader dans le Sahel et tout ça, on peut les amener en renfort dans le pays pour essayer de repousser la rébellion. Parce que mine de rien, ces troupes qui sont engagées, c'est aussi des moyens financiers. C'est aussi d'énormes moyens financiers. C'est vrai qu'il y a la contribution internationale, mais le Tchad investit énormément d'argent. Ça lui coûte beaucoup, tous ces troupes qui sont engagées à l'extérieur. Et arrivé à un certain moment, et certainement au regard des contraintes internes, des décisions seront prises. Et ces décisions-là, on ne peut pas les préjuger déjà,
mais elles peuvent être de nature à rappeler ces troupes-là au sein de l'État. Donc ça pose la problématique des autres États à réellement s'engager beaucoup plus, à prendre beaucoup plus d'initiatives dans la lutte. Parce que tant qu'on se disait qu'on avait affaire à l'armée tchadienne qui était assez aguerrie pour les combats dans le Sahel, on se croisait un peu les bras, mais aujourd'hui on est devant une situation. Et on ne s'en prendra pas au Tchad si aujourd'hui le Tchad décidait de plutôt de privilégier plutôt ces actions en interne. On ne s'en prendra pas au Tchad. Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi, Élisée. C'est vrai que l'ensemble des États ou du G5 Sahel comptaient sur les forces tchadiennes pour contrer, en tout cas pour contenir cette avancée djihadiste. Mais il y a plusieurs fronts qui existent. Déjà, pourquoi vous avancez ces propos-là? Parce qu'ils comptaient pourquoi? Parce que l'armée tchadienne avait démontré sur le terrain une certaine efficacité. À démontrer une certaine efficacité, c'est clair, il ne faut pas le nier. Mais derrière, je pense qu'il y a plusieurs fronts qui existent. On voit les luttes qui sont menées, même si c'est vrai qu'elles ne sont pas aussi efficaces que celles du Tchad, mais on voit au niveau des fronts du Mali qui se battent également, au niveau du Burkina également. Il y a une lutte intensive qui est menée contre ces djihadistes. En Côte d'Ivoire, on est en train de construire un centre de lutte contre le terrorisme. Je pense que des actions sont menées ensemble pour contrer cette avancée. Maintenant, je pense qu'avec ce cas de force majeure, ils vont devoir redoubler d'efforts pour pouvoir accentuer et renforcer leurs différentes armées pour tu me rejoins exactement quand tu te parles de redoubler d'efforts. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, les États doivent prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire, tant que le Tchad montrait cette efficacité-là sur le terrain, les uns et les autres, même si elles se battaient, mais estimaient quand même qu'elles avaient plus ou moins une position avancée, ou bien des Tchadiens qui étaient plus aguerris. Voilà. Mais aujourd'hui, il va falloir aller aller franco. On ne peut plus là regarder de loin l'armée tchadienne en train de travailler sur le terrain. Et puis on ne perd pas de vue que c'est vrai, comme tu le dis, il y a des fronts au Mali, il y a des fronts, mais l'épicentre en réalité même de l'action terroriste, c'est le Sahel. C'est la zone qui part de la Libye, passant vers comment dirais-je, l'Algérie, pour revenir sortir vers le Niger. C'est la zone la plus névralgique en fait, parce que là c'est une zone considérée comme un no man's land en fait, là où vraiment pullulent toutes les forces terroristes. Donc, c'est là effectivement que l'armée tchadienne également, c'est pas venu pour faciliter les choses. Il y a un petit schéma qui se répète un peu et qui m'inquiète, parce qu'effectivement, je pense qu'on dit tous la même chose. Je pense que le plus important pour le Tchad aujourd'hui, c'est de ne pas sombrer dans le chaos, c'est de ne pas sombrer dans l'anarchie, c'est de ne pas sombrer dans l'instabilité politique, même au niveau interne au Tchad, parce que quand on regarde le schéma de la Libye, quand on regarde le schéma de la plupart des pays qui sont tombés même aux mains des djihadistes, ça commence en interne par une rébellion, on s'affronte, ensuite on a un front avec des djihadistes, bon, allez, heureusement, il y a un homme fort qui tombe, heureusement un homme fort qui a de bonnes relations généralement avec notamment la France. Malheureusement ou heureusement, donc la France qui envoie des troupes pour justement soutenir l'action qui était menée par cet homme fort pour la renforcer, soi-disant, mais on voit bien ce qui se passe au Mali aujourd'hui, les Français sont toujours présents, mais les djihadistes continuent leur avancée, leur percée, même au Burkina Faso, voire pourquoi pas aux portes de la Côte d'Ivoire. Donc il ne faut surtout pas que la déstabilisation politique intervienne au niveau du Tchad, je pense, sinon dans la zone du Sahel, ça va devenir compliqué. Je pense que l'Union africaine, c'est le moment pour l'Union africaine. Voilà, pour l'Union africaine, même si le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO, mais tous ces organes comme le G5 Sahel, c'est le moment pour ces organes institutionnels de se réunir rapidement et dans l'urgence pour pouvoir mener la réflexion rapidement et prendre des actions urgentes pour pouvoir contrer cette avancée djihadiste. Moi, j'aimerais tout simplement dire que ceux qui sont en train de reprendre en ce moment la gestion de l'armée au Tchad ont lourd sur la table comme dossier et il faut absolument qu'ils prennent les bonnes décisions s'ils veulent assurer l'avenir du Tchad, que ce soit politique ou même face à justement ces menaces. Moi, je pense, pour ma part, dans un premier temps, pour ce qui est de la stabilité interne du Tchad, je ne vais pas m'aventurer pour dire que ça sera forcément stable ou pas, mais je pense qu'il y a de fausses perspectives que ça reste stable, pour plusieurs raisons d'ailleurs, peut-être je n'évoquerai pas ici, vu qu'on n'a pas suffisamment de temps. Mais je pense que la problématique pour moi aujourd'hui, c'est que les États, certainement les États surtout au niveau du Sahel, du G5 Sahel, les États subsahariens, puissent se lever, se réveiller. C'est vrai que peut-être on dit des actions sont menées,
mais je pense que ces actions sont encore timides. Là, il faut vraiment prendre la question du terrorisme à bras le corps. Que cela soit vraiment au centre des conférences, même des chefs d'État, que ce ne soit pas juste des vœux pieux émis sur des papiers, mais que des actions réelles suivent sur le terrain pour que véritablement on puisse combattre ensemble dans l'unité le terrorisme. Très bien. On vous aura un jeudi, Inch'Allah, sur le plateau. Je fais un clin d'œil à Mme Diallo, à qui on souhaite une meilleure forme. Jeudi prochain, après-demain, pour le décryptage. Merci à tous les trois. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi d'ailleurs pour vous souhaiter, à vous téléspectateurs, un excellent programme sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.